Good afternoon and welcome to Bon everybody. après-midi et bienvenue à tous. Bienvenue à notre web diffusion sur la gestion du risque dans les petites et moyennes banques. Je suis Brigitte Faneuf, notre directrice principale, groupe des petites et moyennes banques, et c'est un plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Dans la séance d'aujourd'hui, vous allez entendre des experts sur différents sujets, dont des sujets chauds de l'heure. Avant de commencer, j'aimerais partager certaines instructions avec vous. Les présentations sont disponibles pour téléchargement sur la page de la web diffusion. Nous voulons que ce soit une séance interactive, alors n'hésitez pas à poser des questions sur Slido. Rendez-vous sur slido.com dans un autre navigateur ou sur votre mobile et entrez le code 26933 avec le mot de passe OSFI BSIF 29. Nous aurons 3 séances de questions aujourd'hui, après chaque groupe de présentateurs. Ça veut dire une après le risque financier, les risques non financiers et les données. Si on manque de temps pour répondre à toutes les questions, nous allons faire circuler une liste des réponses par courriel. Les présentateurs d'aujourd'hui parleront en anglais et en français. Vous pouvez choisir d'entendre l'audio et voir les diapos de votre choix. Si vous écoutez sur le canal anglais, vous allez entendre l'interprétation en anglais lorsque le français est parlé. Si vous écoutez sur le canal français, vous allez entendre l'interprétation en français pour tout ce qui est dit en anglais. Si vous ne voulez pas entendre l'interprétation du tout, cliquez sur Floor Audio en bas. On peut cliquer sur français-anglais en haut à droite pour changer de canaux à tout moment. Si vous avez besoin d'aide technique, n'hésitez pas à clavarder avec le soutien technique en haut de votre écran. Il y aura une pause aussi à 14h15 et finalement, nous enregistrons l'émission qui sera disponible sur le canal YouTube dans les prochaines semaines. Avec tout cela, j'aimerais vous présenter notre surintendant auxiliaire, secteur de surveillance des institutions de dépôt, Jamie Hobbs. À vous, Jamie. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je vais parler très brièvement pour nous permettre de faire le tour de tous les exposés et de répondre aux questions. The last small and medium-sized bank webcast. Durant la dernière émission, en janvier 2020, mais nous sommes parlé avant la COVID et avant que tout cela nous affecte. La dernière année a été tout un défi. La pandémie a clairement testé la résilience des institutions financières. Durant la pandémie, les banques de petite et moyenne taille ont eu un rôle intégral dans le secteur financier et pour les communautés qui ont travaillé dans le secteur officiel, oui, pour que les représentants officiels aient un bon soutien, comme le report des prêts, les rôles de consultation et de conseil aussi, bien sûr. Avec la progression de la pandémie, il est clair que les banques ont augmenté leur résilience opérationnelle et augmenté leur niveau de capital. Les banques ont géré leurs risques. Aujourd'hui, ils l'ont géré de façon efficace. Les banques ont un plan de continuité des affaires qui leur a permis de faire progresser leurs services sur une base continue. Aussi, les banques ont géré le programme de remise des prêts jusqu'à l'automne 2020, le rapport de paiement plutôt. Aussi, les enjeux de crise de liquidité potentielle ont fait en sorte que les niveaux de capitaux ont augmenté avec, en y allant avec le calendrier 2020. En préparation, le gouvernement du Canada a pris des actions pour soutenir les institutions et l'économie afin de maintenir la confiance dans le système durant cette période difficile. Clairement, les banques ont bien répondu, mais tout de même, il est aussi clair que dans l'avenir, l'environnement se complexifie. Avant d'aller plus loin, regardons ce qui s'est passé l'an dernier. Nous étions dans un environnement volatile. L'industrie non seulement était prise avec une
crise, une épidémie, bien sûr, mais aussi une crise de prix du pétrole. Nous avons changé nos efforts pour augmenter la résilience des institutions financières. Dans cet effort aussi, nous avons réduit les mesures réglementaires et développé nos politiques jusqu'à temps que les institutions aient plus d'expérience pour opérer dans cet environnement. Le BCIF a acquis de l'expérience et a fait évoluer son travail des politiques et dans certaines mesures, nous avons relaxé certaines de ces mesures. Certaines s'appliquent encore et elles sont évaluées quant à leur pertinence de façon régulière. Restez à l'affût puisque l'organisation va faire évoluer ses politiques avec l'année en cours. Un an après, le confinement. La COVID a encore des impacts sur les gens et l'économie. Bien que l'optimisme du vaccin est prometteur, il faut quand même garder vigilance. La trajectoire exacte de la pandémie et ses impacts sont inconnus. Le soutien gouvernemental a été crucial pour stabiliser les affaires, les familles et l'économie en général. Maintenant, quels seront les impacts? Lorsque le support va s'arrêter? C'est une question que les banques doivent aussi se demander. La préparation est la clé. Les banques doivent continuer d'être proactives et examiner leur profil de risque plutôt, et considérer différents scénarios avec la pandémie. Aussi, il faut considérer qu'aucun des risques énoncés avant la pandémie ne se sont dissipés. Ainsi, ce travail se poursuit aussi. Deux zones de risque significatives sont la technologie et le climat. Ce n'est pas une coïncidence que dès que l'on reprend les consultations en 2020, nous avons mené 2 papiers de discussion, 2 articles de discussion, oui, sur ces 2 sujets. La COVID menace la santé publique et a changé notre environnement physique. Cela a augmenté notre dépendance à la technologie et a modifié les risques technologiques. Les banques sont passées dans un environnement plus numérique. Cette dépendance à la technologie demande notre attention et augmente le risque dans un environnement numérique qui est de plus en plus utilisé. Au BCIF, nous avons augmenté nos efforts afin de mieux se préparer sur le secteur financier. Un autre exemple du travail qu'on a mené est le projet pilote d'analyse de scénario avec le gouvernement du Canada quant à l'environnement, afin de mieux comprendre les risques associés avec la transition vers une économie faible en carbone et en gaz à effet de serre. La pandémie aussi a dévoilé de nouveaux risques liés à l'environnement numérique qui demandent notre attention. Les présentateurs d'aujourd'hui vont pouvoir souligner les plans d'action. N'hésitez pas si vous avez des questions. Thank you, Jamie. So we will begin today's presentation with Merci, Jamie. Nous allons commencer avec une discussion d'abord sur le risque financier. En tant qu'appel, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur Slido durant la présentation. Oui, nous allons prendre les questions après la 3e de nos présentations. Steve Bevington, directeur général de division des fonds propres, va continuer à discuter de la mise en œuvre de Bâle III et les normes de liquidité applicables aux petites et moyennes banques. Steve. Bonjour à tous. Merci Brigitte et Jamie pour votre présentation. C'est un honneur de pouvoir vous présenter aujourd'hui sur les institutions petites et moyennes et aussi d'autres parties prenantes. Mon nom est Steve Bevington. Je fais partie de la division des fonds propres. Je vais fournir les consultations qui se déroulent en ce moment sur la mise en place des réformes Bâle III, des lignes directrices ensuite sur les demandes de fonds propres et de capitaux pour les PMB et aussi ce qui doit être dévoilé pour Bâle III. Je vais conclure aussi
par rapport aux jalons qui sont à s'attendre pour les nouvelles conditions et exigences pour Q2 et Q3. Rapidement, de quoi parle-t-on durant la présentation? Comme on a vu, le 11 mars, nous avons introduit la dernière ronde de mise en dev BAL 3 et répondu à des questions non associées à BAL. Nous avons donc lancé une consultation publique, oui, et le BCIF propose d'apporter des modifications pour adapter ces régimes de fonds propres et de liquidité afin qu'ils demeurent adéquats pour les petites idées moins complexes. Ensemble, tout cela offrira un régime davantage affûté au risque qui reflète les marchés canadiens. Notre plan initial était de lancer ces consultations au printemps 2020. Au début de la pandémie, avec les consultations, nous avons reporté tout cela, mais maintenant, nous sommes retournés à ces points de police importants. Nous avons de nombreuses modifications proposées et aussi les lignes directrices de ce qui doit être dévoilé. Aussi, les exigences dans le cadre fédéral ont été dévoilées. Ça inclut l'introduction d'un ratio de leverage, aussi le fonds capital net par le SCCR. L'ensemble de révisions couvre de nombreux chapitres des lignes directrices qui incluent aussi celles reliées au crédit et au risque opérationnel. Ainsi, les changements dont on a été consultés vont avoir une bonne portée et vont avoir un impact sur chaque PMB. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur les propositions dans cette consultation. Prochaine page, s'il vous plaît. Je vais parler de certains sujets qui pourraient être intéressants pour les institutions. D'abord, j'aimerais attirer votre attention sur des nouvelles lignes directrices ici qui soulignent l'approche qui sera utilisée par la segmentation des PMB en 3 catégories. Les critères utilisés par la segmentation ne changent pas depuis notre document consultatif janvier 2020 et utilisent le jugement du BCIF pour catégoriser si nécessaire sous le risque du crédit. Maintenant, on mentionne certains projets utilisés pour les prêts hypothécaires assurés par un assureur hypothécaire privé. Nous consultons donc sur les alignements avec les primes et les hypothèques. Aussi, nous voulons affûter notre sensibilité au risque, incluant les facteurs plus élevés pour des propriétés occupées par le propriétaire. L'exposition aux cartes de crédit aussi sera prise en compte pour les transactions et les non-transacteurs. Le NCCF aussi a été mis à jour pour refléter les améliorations des flux de trésorerie net accumulatifs, la calibration a aussi souligné les stresseurs possibles, un échéancier de 3 jours dont les stress a été proposé pour les rapports et le moment des rapports mensuels sera réduit à 14 jours à l'extérieur des périodes de stress. Prochaine page. Je vais maintenant fournir les approches utilisées pour la segmentation des PMB et les demandes pour le pilier 3, pour le premier pilier plutôt. Comme on l'a vu dans le document de l'an dernier, on voit l'approche proposée à la segmentation des PMB en 3 grandes catégories, qui sont les mêmes que l'on a inclus dans la proposition de l'an dernier. Ainsi, je ne vous ferai pas une révision rapide, mais juste pour vous dire, les PMB qui ont moins de 10 milliards en actifs seront catégorie 1. Catégorie 2 inclut ceux qui totalisent 10 milliards ou moins et les prêts totalisent plus de 0,1 milliard de dollars. Catégorie 3, ceux qui totalisent 10 milliards ou moins et les prêts totalisent 100 millions ou moins. Maintenant, les changements dans les activités d'institutions qui ne sont peut-être pas encore reflétés sur les soldes ou sur le bilan financier pourraient
mener à des recatégorisations. Vous êtes probablement familier avec le cadre de travail, alors ça pourrait être intéressant de regarder les changements clés qui sont inclus dans les consultations actuelles en ce qui a trait aux lignes directrices. Pour votre information, en ce qui a trait aux demandes, nous avons proposé une simplification pour les ratios de fonds propres fondés, allant de 2 à 5 millions de dollars pour chaque classe d'actifs exposés. Aussi, l'option pour les catégories 1 pour utiliser le SSA s'ils ont besoin des critères de seuil de matérialité. Deuxièmement, pour le risque opérationnel, nous avons proposé que les PMB catégorie 1 peuvent utiliser l'approche standardisée s'ils ont des bonnes données sur 5 ans. Ensuite, en ce qui a trait aux propositions pour les demandes en fonds propres, il y aura certains raffinements quant au calcul des seuils pour déterminer si l'NSFR est applicable au PMB catégorie 1. Donc, bref, il n'y a pas d'énormes changements comparé à ce qu'on a discuté il y a un an, mais il y a eu certains affûtements. Ces changements proviennent des commentaires qu'on a réussi des parties prenantes durant la consultation l'an dernier. Encore une fois, merci pour les commentaires que vous avez fournis. Certains des commentaires qu'on a reçus des institutions durant l'an dernier, durant les consultations, incluaient des suggestions pour que les cadres de travail soient moins complexes et plus faciles d'abord. Comme on a noté aussi, nous avons une approche simplifiée au risque du crédit pour le risque opérationnel aussi et des conditions de capitaux aussi simplifiées. Peut-être moins notable, mais aussi employé, nous avons tenté de faire la structure plus facile à regarder en incluant des diagrammes et des tableaux afin de mieux naviguer des ratios de leverage et LR et tout cela. Le diagramme ici, par exemple, aide à illustrer l'application à certaines des lignes directrices de normes de fonds propres et de liquidité pour les PMB. Dans d'autres diagrammes, ça peut être l'évaluation des crédits ou les approches pour les risques de crédit et contrepartie. Dans presque chaque cas, les diagrammes et tableaux sont des guides sur les lignes directrices de fonds de capitaux nécessaires. En quelques lignes, nous pensons que c'est un bon point de départ pour comprendre quelles sont les nouvelles conditions de liquidité pour les PMB et répondre à plusieurs commentaires qu'on a reçus durant les consultations. Prochaine page. Je vais finir en mettant en lumière certains jalons échéanciers en 2021 jusqu'à 2023. Tel que noté, les consultations ont été lancées le 11 mars et vont durer 12 semaines jusqu'au 4 juin. L'exception sera la consultation sur les lignes directrices du palier 3 qui vont finir le 2 juillet. Il y aura des rencontres spécifiques dans le processus avec les banquiers fin avril, début mai. Aussi des séances pour les PMB la semaine du 17 et du 24 mai. Ce seront des séances de 2 heures en couvrant des zones de risque. Par exemple, le crédit, le leverage du crédit, l'opération et les lignes directrices. Le but dans ces rencontres est de donner davantage d'opportunités pour les PMB qui ne sont peut-être pas membres du CBA pour poser des questions et pour entendre les enjeux aussi qui ont été soulevés par d'autres. Bien sûr, nous encourageons d'autres parties prenantes à émettre leurs opinions. Basé sur la transparence maintenant, et pour garder le support des Canadiens, vous avez peut-être vu la semaine dernière un briefing technique des analystes aussi quant à leurs questions qu'ils pourraient avoir sur les propositions. Ce sera le 8 avril sur la communauté des analystes en ce qui a trait des agences de risque de crédit. N'hésitez pas à vous inscrire, mais je suggère que ce n'est pas le meilleur forum là où je suggère des révisions pour les propositions ou pour poser des questions sur les institutions. Bien sûr, ce sera un plaisir de le faire et de considérer aussi
Mais il y a aussi des discussions bilatérales et des rencontres qui seront organisées. Les questions réglementaires reliées aux lignes directrices préliminaires, et ça, je veux dire, après la web diffusion d'aujourd'hui, peuvent être enlevées à consultation sur notre courriel que nous regardons quotidiennement. BCIF aussi. Vous regardez les changements proposés au CAR et au LAR. L'objectif est d'avoir des objectifs, des informations sur le ratio utilisé. Les résultats des QIS aussi avec les commentaires reçus fait partie des consultations publiques et seront utilisés pour informer nos décisions reliées aux lignes directrices CAR 2023 et les QS aussi ont fourni pour les PMB des impacts sur les nécessités en fonds propres qui ont été mentionnées dans les lignes directrices telles que notées, ce qui a été mentionné dans les consultations et les nouvelles lignes directrices des paliers 3 par rapport aux communications, aux exigences de communication financière. Ce sera important pour les banques. Nous avons inclus des questions aussi dans la lettre de couverture qui s'adresse aux PMB. Les réponses à ces questions vont aider à informer notre développement de nos lignes directrices pour les PMB pour que les PMB, aussi pour un document PMB qui sera disponible cet été. Un peu plus loin aussi, nous attendons à ce que la mise en place des lignes directrices CAR et LAR en novembre de cette année avec les modèles d'instruction sur comment nous donner un commentaire ensuite. Ça fournira donc 1 an avant la mise en œuvre des nouvelles conditions. Et tel que mentionné, on a souligné l'importance d'avoir assez de temps pour la mise en œuvre en 2023. Maintenant relié aux lignes directrices qui seront mises en œuvre aussi l'année suivante. C'est ce qui conclut mes remarques et maintenant je passerai le micro à mon collègue de la division des risques. Merci. Thank you, Steve. And hello, everyone. It's my pleasure to be here today to share with you. Bonjour, c'est un plaisir de partager mes expériences sur l'activité de l'an dernier, sur la suivi du risque des liquidités. Next slide on key lessons from COVID-19. Pour les leçons maintenant clés de la COVID-19. Alors que l'on pense à la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, 3 principes clés sont arrivés quant aux capacités de rapport sur les plans de financement d'urgence et les programmes de simulation de crise. Je vais offrir des commentaires sur ces 3 thèmes. Je vais commencer d'abord avec les possibilités de rapport sous le stress. Comme vous avez peut-être vu, vous vous rappelez, après la pandémie, nous avons demandé des données, augmenter aussi les demandes de données. Pensez au NCCF, au LAM. Dans certains cas aussi, nous avons introduit le calculateur de liquidité ou cash flow. Nous avons reçu certaines fragilités et des opportunités aussi pour améliorer les soumissions, le temps de réception des soumissions. Nous voyons bien sûr qu'il y a des défis, que ce soit des ressources l'an dernier, mais les capacités pour générer aussi des données en bon moment pour surveiller ce qui se passe sous le stress est très important. Nous prenons cette opportunité d'encourager les institutions pour envoyer leur capacité de production pour s'assurer ou les améliorer pour que les rapports sous le stress soient faits rapidement. Par rapport maintenant au plan de financement d'urgence, nous avons observé des temps d'activation différents avec certaines institutions qui ont activé des plans tôt en février, alors que personne ne les ont jamais activés aussi. Les temps d'activation ont été influencés par la conception du plan, des indicateurs clés et les seuils aussi qui ont fait en sorte que le jugement des directeurs ont activé certains plans. Maintenant, il y a certains qui ont une switch ou disons une décision on ou off et certains qui ont des étapes qui augmentent selon la sévérité des stresseurs. Et le niveau d'activation varie. Les équipes de direction ont gardé, bien sûr, l'œil sur ces indicateurs au début de la pandémie et cela a révélé peut-être des mauvais alignements entre les institutions et les pratiques d'urgence et les politiques. Alors, encore une fois, nous encourageons les institutions à penser à l'expérience de la dernière année, à penser à leur processus aussi afin de s'assurer que leur gestion de crise et leurs pratiques sont bien alignées avec leurs politiques, surtout pour les institutions qui n'ont pas activé leur plan, afin de regarder
le caractère adéquat, oui, de leur plan. Maintenant, l'utilisation des stress de liquidité varie selon les institutions durant la pandémie, oui. Certaines continuent d'évaluer différents scénarios basés sur les stress de COVID, alors que d'autres ont vraiment aiguisé leurs analyses de sensibilité reliées à la pandémie. Nous avons aussi noté que la majorité des institutions se sont attendues que la Banque centrale intervienne de façon implicite, mais certaines institutions ont amendé leurs hypothèses basées sur justement l'intervention de la Banque centrale. Certaines de ces mesures ont été extraordinaires, bien sûr, et ciblées sur les conditions spécifiques de la pandémie. Alors, en considérant les scénarios de stress, les institutions ont des programmes et devraient continuer à évaluer leur vulnérabilité de liquidité s'ils n'ont pas accès à des soutiens publics. Finalement, les hypothèses jouent un rôle clé dans la gestion et de nombreuses hypothèses ont été testées au début de la pandémie sur les caractères du comportement des clients, sur les décisions aussi, sous le stress. Alors, tout cela revient à des encouragements à continuer dans ce sens. Maintenant, si on passe à la prochaine page sur les perspectives d'avenir. Le contrôle du risque de liquidité. Bien que nous sommes encore vigilants quant au risque de liquidité, nous avons réduit l'intensité de notre surveillance en réduisant la fréquence des rapports dans certains cas. Alors, j'espère que c'est bien apprécié. Un des clés découvertes durant la pandémie, tel que mentionné sur Jimmy, est des positions de liquidité basées sur les dépôts. La croissance qui a augmenté, qui a été plus vite même que les prêts, les dépôts vont continuer à augmenter ou rester stables, à ce qu'on s'entend, alors que les programmes d'impression d'argent ou de QE vont continuer. Nous voulons que les institutions continuent leurs analyses de comportement de clients qui, bien sûr, aident les hypothèses des programmes de stresseurs. Avec tout cela, bien sûr, nous révisons aussi nos capacités afin de nous permettre de garder un œil sur les 3 segments de catégorie PMB. Avec l'introduction des retours de liquidité, nous voulons structurer les retours. L'importance de tout cela revient à nos observations sur la réception adéquate des informations. Cela implique aussi la recalibration de certains indicateurs. Sur ce dernier point aussi, du LAR, donc des attentes prudentielles en ligne directrice des normes de liquidité. Eh bien, par ce processus de consultation, nous allons informer notre travail. Alors, nous encourageons les institutions à participer à ce processus. C'est ce qui conclut mes remarques. Merci pour votre temps et c'est mon plaisir de vous présenter mon collègue Kenneth Leung, qui est le directeur de la vision des politiques comptables. Merci. À vous, Ken. Great. Thank you, Raluca. Merci, Raluca. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer au travers d'une discussion sur l'assurance fournie par les relevés de fonds propres de levier de liquidité. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ce que je vais vous dire, c'est l'explication pour savoir pourquoi on fait ce projet et quel est son objectif et c'est quoi le mandat du projet. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'on regarde ceci maintenant? Eh bien, nous regardons ceci parce qu'il y a une accélération dans la complexité des changements, comme les réformes de Bâle III, et ces réformes ont un impact sur les relevés exigés par les agences réglementaires et qui vont améliorer les attentes en matière d'assurance. Alors, comme vous savez, du côté des assurances, en ce moment, nous avons des relevés pour les assurances qui doivent être vérifiées annuellement par des audits externes. Alors, ce qu'on essaie de faire ici, nous essayons de regarder le côté banquier et on tente d'aligner les exigences d'assurance pour qu'elles soient similaires pour les 2 industries réglementées par le BCIF. Maintenant, pour ce qui est de l'objectif, on essaie proactivement d'aligner les attentes d'assurance des banques pour que le SFI puisse continuer à avoir la confiance des gens que tout est préparé conformément avec les cadres de fonds propres de levier de liquidité du BCIF. Ceci appuie aussi le but stratégique numéro 1 du BCIF,
en cherchant des façons d'améliorer la précision et l'arrivée au bon moment des évaluations de risque. Lorsqu'on regarde ce qui va être couvert pour ce qui est de la portée, nous voulons explorer des façons d'avoir des audits externes, des audits internes et aussi des attestations à l'égard des ratios et ou des relevés de fonds propres de levier et de liquidité des banques. Pour ce qui est des audits externes, on sait que ceci va fournir une assurance de tiers partie au BCIF. Avec les audits internes, bon, la révision par un parti qui est à l'extérieur de la personne qui fait les relevés est quelque chose qui nous intéresse et c'est aussi quelque chose que nous comprenons qui n'est pas aussi indépendant qu'un audit externe, mais c'est quand même utile. Une autre façon que nous considérons ceci, c'est si ou pas il devrait y avoir des attestations de la haute direction associées avec ces relevés. Nous savons qu'il y a des processus d'auto-évaluation. Peut-être que cela ne nous donnera pas autant d'indépendance et d'objectivité que les deux autres options. Diapo suivante, s'il vous plaît. Maintenant, pour ce qui est du choix du moment, on veut émettre un document de discussion la semaine prochaine et bien entendu, c'est un document de travail. Alors, c'est le commencement d'un processus où on espère obtenir des rétroactions de l'industrie, entre autres de vous, pour ce qui est de quelles sont nos options. Bien entendu, pour ce qui est d'un document de travail, on veut offrir quelques options pour leur considération. Il y aura plusieurs questions dans lesquelles les rétroactions seront reçues et nous allons intégrer cela pour ce qui est de développer des directives. Alors, la période de consultation va être pendant 10 semaines. Alors, si on le publie la semaine prochaine, on regarde une date provisoire d'environ mi-juin pour ce qui est des échéances pour les commentaires. Et bien entendu, nous allons prendre cette information et durant l'été, nous allons développer les directives, les bouches directives que nous devrions publier en automne à un moment donné en 2021. Cela étant dit, je vais terminer mes commentaires et je vais repasser le micro à Brigitte. Merci. Merci, Ken. Alors maintenant, on va regarder si nous avons des questions sur Slido. Avant de le faire, j'aimerais présenter Robert Dougal, notre directeur de division des risques des crédits, qui aussi va se joindre à nous pour cette période de questions. Alors, je vais passer la parole à Ramin, qui va faciliter la période des questions. Merci, Brigitte. Bon après-midi. All right, so the first question that we have here on Slido. Alors, la première question que nous avons sur Slido sera pour Ken. Comment est-ce que la proportionnalité va être appliquée pour les attentes d'assurance? Merci, Ramin. Alors, la proportionnalité est importante, certainement, dans cette discussion. Comme on a entendu dire Steve et aussi Kaloka en a parlé, il y a déjà des initiatives en cours pour la proportionnalité. Alors, l'initiative du BCIF pour faire avancer cette proportionnalité va être considérée et nous l'intégrons pour ce qui est de complémenter ou d'ajouter un complément à notre document de discussion. On va certainement tenter de refléter la complexité, les activités des PMB. Dans le document de discussion qui va être publié, il y aura une question spécifique sur la proportionnalité. Alors, nous allons chercher des rétroactions spécifiquement de vous à propos de cela pour savoir comment on va adapter la taille du document de discussion et comment on adapte ces choses à l'avenir. Thank you, Ken. Merci, Ken. Question suivante. J'imagine pour Rob. Pour la vision des risques, quelles observations avez-vous sur le climat du crédit jusqu'à maintenant durant la pandémie? Merci, Ramin. On pourrait probablement avoir une web émission juste sur cette question-là. Comme Jamie l'a mentionné dans ses commentaires, certainement, nous fonctionnons dans un environnement tout à fait unique. Ce qu'on a vu, c'est que la performance du crédit demeure bénigne, autant qu'aux catégories d'actifs de détail et pas de détail. Ça, c'est à cause d'un environnement de taux faibles, de même que les programmes de stimuli. Bon, la migration du risque aussi a ralenti et on ne voit pas beaucoup de transferts. Ça s'est stabilisé pas mal, les DCL. Bon, au début de la pandémie, on a vu des hausses, mais ça s'est adouci alors que les perspectives de l'économie sont améliorées.
Et les CA, les sociétés, commencent à avoir accès au programme du gouvernement et des marchés de liquidité pour recapitaliser si nécessaire, alors que les prix des maisons continuent d'augmenter avec l'environnement en tout cas, l'environnement des taux d'intérêt diminue. Alors, les gouvernements de soulagement, bon, les délinquances, les scores bureaux ne sont pas aussi robustes qu'ils étaient avant la pandémie. Et ça, il faudra intégrer ça dans les stratégies de gestion des risques de crédit aussi. Alors, même si en général le risque de crédit semble s'être stabilisé, il y a encore certaines incertitudes dans l'avenir. Bon, les niveaux d'endettement des foyers, le mobilier commerciaux, certains secteurs comme le pétrole et le transport et l'inflation. Alors, en général, à l'avenir, il y a quelques domaines que nous allons surveiller attentivement et qu'on s'attend à ce que les prêteurs aussi fassent attention. Alors que l'économie s'améliore, on voit les performing allowances qui sont accrus, mais la durabilité de l'environnement positif actuel, lorsqu'il y a moins de programmes de soulèvement financier gouvernementaux aussi, les prêteurs devront considérer les risques associés avec le marché immobilier élevé et s'assurer que les pratiques de souscription respectent le B20 de l'OSFI, de même que l'appétit des prêteurs. Et aussi, la durabilité des niveaux de et les évaluations de garantie vont demeurer importantes. Je vais arrêter ma réponse ici. D'accord, merci pour cela. Question suivante. C'est pour Steve. Est-ce que c'est encore l'intention du BCIF de ne pas augmenter les fonds propres que les PMB doivent détenir avec les changements proposés? Merci beaucoup, Ramin, pour la question. Alors, c'est une question que nous avons reçue, en fait, fréquemment, durant les consultations l'année dernière sur le document consultatif. Alors, dans le travail sur la proportionnalité, on a émis plusieurs principes qui s'appliquent à tout. Bon, premièrement, il faut améliorer la sensibilité au risque du cadre et aussi essayer d'atteindre plus de simplicité dans ce cadre. Et on a aussi indiqué qu'on voulait essayer d'atteindre, trouver le bon équilibre entre ces divers principes. Bon, dans le contexte d'une approche simplifiée que nous avons présentée, les approches simplifiées, fait que c'est une approche plus crue, plus grossière et plus conservatrice dans certains cas. Alors, ce n'est pas un objectif pour nous que les institutions doivent détenir plus de fonds propres, pas du tout. Toutefois, il va y avoir certaines institutions que si elles décident de prendre certaines approches plus simplifiées, il pourrait y avoir certains impacts pour ce qui est des niveaux de fonds propres requis. Mais c'est quelque chose, nous avons pris ça en considération en essayant de trouver le bon équilibre entre les divers aspects de ces propositions. Alors, certainement, si les institutions ont des questions spécifiques en rapport avec leur situation pour avoir accès aux propositions et faire l'exercice, on voudrait certainement discuter avec eux pour s'assurer que nous ayons une compréhension mutuelle des objectifs que nous tentons d'atteindre et des impacts que cela pourrait avoir sur les modèles d'affaires individuels. Merci pour votre question. Steve, une autre question pour vous. Pour ce qui est du caractère adéquat des fonds propres, quelle attention est-ce que le BCIF accorde au type d'affaires de l'institution financière plutôt que juste la taille des actifs? Merci beaucoup pour la question. Alors, certainement, le type d'entreprise, c'est très important pour ce qui est d'évaluer les caractères adéquats des fonds propres. Le pilier 1, on va les mettre à l'échelle. Pour ce qui est de la nature des activités d'affaires de l'institution, la sensibilité au risque qui est intégrée dans ces éléments-là bien sûr, vont avoir un impact correspondant sur la quantité des fonds propres que l'institution doit détenir, que ce soit concentré dans le prêt résidentiel ou le prêt hypothécaire commercial, par exemple. Alors, pour ce qui est du cadre de la proportionnalité, nous avons établi un cadre à haut niveau pour avoir 3 grandes catégories d'institutions. Alors, ça, c'est la première étape. Toutefois, ce qui est aussi important à considérer, non seulement les exigences de pilier 1, mais les attentes de pilier 2 aussi, de supervision, qui vont être faites par les
propre mécanisme d'évaluation de l'institution, alors la nature de l'activité de l'institution et la nature des risques auxquels elle s'expose vont certainement avoir un impact correspondant sur le niveau de fonds propres qu'on s'attendrait à ce qu'une institution détienne. Bon, comme on s'attendrait à ce que la direction s'occupe de cela aussi. Alors, la taille est un facteur pour ce qui est de la création du cadre pilier 1, quelle que soit la simplicité ou la complexité qui est intégrée dans cela. Mais pour ce qui est de l'institution individuelle, certainement, ça va être quelque chose qu'il faudra regarder pour ces institutions-là. J'espère que cela répond à votre question. Okay, thanks, Steve. Merci, Steve. D'autres questions pour vous? Pouvez-vous en parler plus à propos que les banques incluent des obligations de Bon, est-ce que vous pouvez en parler plus sur la révision de liquidité que les banques doivent inclure des obligations de dépenses? Peut-être que je pourrais commencer et Steve pourrait continuer. Alors, ce que nous proposons ici, c'est les dépenses opérationnelles comme les salaires, bon, le bail pour le loyer pour les espaces de bureau. Et en ce moment, le facteur important pour les calculs NCCF, bon, ce n'est pas intégré dans ces calculs. Les nations ont leur propre flux de trésorerie interne et ils modifient les hypothèses. Certaines augmentent cela. Ils présument que les dépenses opérationnelles incluent cela dans leur horizon de survie NCCF, mais c'est une métrique interne. Nous, on propose d'explicitement inclure cela dans les mesures de flux de trésorerie réglementées. Et ce qu'on a vu durant les temps de crise, c'est que les dépenses d'exploitation peuvent avoir un impact. Bon, c'est peut-être pas important normalement, mais en temps de crise, c'est un facteur important qui aura un impact sur la survie. Alors, c'est pourquoi nous voulons inclure cela dans le NCCF. J'espère que cela répond à votre question. Oui, merci, Reluca. Question suivante, c'est pour Steve encore. Vous avez dit qu'il y aurait des révisions aux pondérations de risque sur les types d'appartenance RESL. Bon, ceux qui sont investisseurs versus ceux qui sont propriétaires et qui l'occupent. Oui, il y a des révisions dans le chapitre 4 relié à ceci. Bon, les gens savent peut-être qu'il y a eu plus de granulalité de pondération de risque selon l'approche standardisée pour les prêts hypothécaires résidentiels. On adapte ça dans le contexte canadien suite à BAL 3. Et ça, c'est spécifié que plutôt que d'avoir un 35 pour la pondération de risque, qu'il y ait plus de paliers, si on peut dire, pour les hypothèques qui sont sous de 80 de LTV. De plus, il y a un facteur qui a rapport avec la nature de l'hypothèque pour cela, que ce soit ou c'est le propriétaire qui habite ou un investisseur. Alors, ces détails-là, je pense que c'est dans le CAR chapitre 5 et c'est basé sur le cas de BAL 3. J'espère que cela répond à votre question. Merci. Merci, Steve. Une question pour Ken. C'est quoi le but de la révision de l'assurance? Minimiser la duplication, standardiser le rapport d'assurance, quelque chose d'autre? Merci, Rémi. Merci pour la question. Le but ultime ici, c'est deux choses principalement. C'est d'améliorer les attentes pour les assurances, mais aussi d'aligner les deux industries entre les banques et l'assurance. Alors, ce que je dis améliorer, en ce moment, il n'y a pas d'assurance externe sur les relevés. Alors, c'est quelque chose que nous explorons. Possiblement, ça va donner du BCIF une certaine indication que les chiffres, les ratios que nous, en tant que surintendants, nous regardons sont faits de façon correcte. Alors, c'est quelque chose que nous allons explorer. De même, du côté des assurances, ça fait longtemps que c'est fait, des décennies, et c'est quelque chose qui n'est pas fait du côté des banques. Alors, on veut aligner les deux. J'espère que ça répond à votre question. Okay, thank you, Ken. OK, merci, Ken. Et c'est tout pour les questions à ce stade-ci.
Merci, Ramin. Alors, comme il n'y a plus de questions, nous allons prendre une petite pause de 10 minutes, peut-être un peu plus, et nous allons recommencer à 14 heures. Merci. Welcome back. So our next Bienvenue de nouveau. Les prochains conférenciers vont parler des risques non financiers. Alors, Vlasos Milis Sakanis, directeur de politique potentielle et liaison des politiques stratégiques, va nous parler des mises à jour sur certaines initiatives, sur les mesures stratégiques de gestion de risque. Alors, merci, Brigitte. Alors, avant de donner ma mise à jour sur nos initiatives, la gestion du risque, je pense qu'il est important d'expliquer un peu certains changements qui sont produits au BCIF durant les dernières années. Alors, je dois vous expliquer un peu l'évolution, le développement des politiques au BCIF. Et si vous revenez à la crise financière de 2008, vous vous souviendrez, suite à cette crise, BCIF, entre autres agents de réglementation, avait désespérément révisé plusieurs directives, plusieurs politiques pour, élever, si on peut dire, le régime réglementaire de toutes les juridictions pour, être adéquat suite à cette crise. Tout cela, bien sûr, c'est terminé. Toutes ces réformes-là, suite à 10 années de travail laborieux, se sont terminées. Et lorsque nous avons commencé un environnement plus normal, plus stable, nous, au BCIF, on se disait qu'il fallait qu'on repense notre processus de développement de politique pour être un peu plus réfléchi, plus transparent, être plus méthodique à propos de notre processus d'établissement de politique pour que cela soit que ça réagisse plus rapidement aux besoins de l'industrie. Alors, vous allez remarquer que durant les quelques dernières années, il y a eu des changements importants dans la façon dont nous avons fait les choses au BCIF. C'est plutôt plus de participation avec les intervenants. Et vous allez remarquer, durant la dernière année, nous avons émis plusieurs documents de discussion. Mon collègue Steve Bevington peut l'expliquer. Ils ont déjà mentionné. Et ces documents de discussion sont ce qu'on appelle des documents verts ici à Ottawa. Quelque chose pour commencer la conversation. Alors, nous impliquons l'industrie beaucoup plus rapidement dans le processus qu'auparavant. Et vous allez voir plusieurs de ces documents de discussion dans plusieurs des domaines. Je vais en parler dans quelques instants. Mais nous avons aussi des documents consultatifs ou des papiers blancs, c'est ce qu'on les appelle ici à Ottawa, où il y a des propositions de politique et bien sûr, il y a des directives à l'ébauche. Alors, il y a plusieurs occasions où l'industrie peut maintenant offrir leur rétroaction, plusieurs processus de consultation avec l'industrie. Et tout ceci est conçu très délibérément pour éliciter certains des problèmes spécifiques, comme par exemple, les petites banques versus les grosses banques. C'est très délibéré de notre part, c'est intentionnel. De plus, nous avons accru notre transparence dans ce processus de développement de politique. Alors, si vous vous souvenez, en septembre, nous avons émis un plan à brève échéance qui était publié suite au discours de Ben Garley, l'assistant superviseur, et ce plan intérimaire expliquait toutes les initiatives de politique pour l'année à venir, de même que des échéanciers bien spécifiques. On veut que ce document-là soit annuel. Alors, vous devriez vous en attendre un autre à un moment donné au printemps. Et finalement, nous avons utilisé plus d'outils de communication, comme par exemple aujourd'hui, la web émission d'aujourd'hui. Mais nous avons aussi publié de plus en plus de questions-réponses. Nous avons fourni des faits d'information sur la ligne directrice B20. C'est un bon exemple. Plus de web émissions, plus de tables rondes et de séances d'information du secteur. Tout cela conçu pour équiper l'industrie à comprendre l'approche du BSIF, du BCIF et des plans à l'avenir du BCIF. Alors, l'idée ici
c'est d'aboutir avec une réglementation qui est bien fondée et adaptée. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ayant cela en tête, nous avons émis un document de travail diffusé à titre consultatif en septembre 2020 sur le risque lié aux technologies. C'est une consultation de 3 mois qui incluait en fait une séance d'information, des tables rondes avec l'industrie. Et cela, ça s'est terminé en décembre 2020. Ce document couvrait plusieurs domaines, tous les aspects de la technologie du point de vue prudentiel. Nous avons regardé le risque opérationnel, la résilience opérationnelle, la cybersécurité, le risque lié à des tiers, le risque de modélisation, le risque lié aux données. Bon, tout un éventail, un complet de risques technologiques. Et nous évaluons encore les rétroactions que nous avons reçues de l'industrie suite à cela. 50 soumissions ont été envoyées par l'industrie, ce qui était vraiment très bien et très aidant pour nous, pour développer nos politiques. Dans les mois à venir, au printemps, nous allons annoncer les prochaines étapes à venir et les prochaines étapes pour inclure la publication de nouvelles consignes dans certains domaines, les modifications aux consignes existantes ou potentiellement d'autres documents de travail ou d'autres consultations. Quelques autres initiatives dont je vais vous parler. On a émis la ligne directrice E4, la version provisoire pour les succursales, publiée à la fin de consultation en octobre 2020. Et ça, cette ligne directrice-là, ça a pris plusieurs années. Elle avait été bloquée pendant le développement des directives pour les gouvernances corporatives des sociétés. Ça a été redémarré, ça a été rebloqué de nouveau à cause de COVID-19. On a réussi à terminer un processus de consultation et maintenant, enfin, nous sommes prêts à publier la version finale de la ligne directrice à peu près en juin 2021. Après avoir regardé une proposition, ça va être basé sur des principes beaucoup plus simplifiés et on va mettre l'accent sur l'entité étrangère et non pas sur le directeur principal, l'officier principal. Et ça va impliquer la modification de d'autres consignes du BCIF qui parlent des exigences pour les succursales. L'idée étant de rassembler toutes les exigences pour la gestion de risque, pas seulement les exigences de garantie, mais toutes les exigences pour la gestion de risque dans une directive consolidée, basée sur les principes et les résultats. La E4. Et comme je l'ai dit, ça devrait être publié d'ici juin de cette année. Et finalement, juste plus tôt cette année, nous avons publié un document de travail sur les risques liés au changement climatique. Ici, le document de discussion est conçu pour obtenir vos points de vue sur comment les banques définissent, identifient, mesurent et bâtissent la résilience aux risques liés au changement climatique. Et plus spécifiquement, l'article regarde la transition physique et les risques de responsabilité civile. On fait encore beaucoup de travail dans ce domaine pour comprendre ces dossiers nous-mêmes et nous espérons d'avoir des rétroactions de l'industrie pour façonner notre politique dans ce domaine. Ceci pourrait mener à des nouvelles consignes. Une fois de plus, ça pourrait signifier des modifications aux consignes existantes, mais ça va peut-être vouloir dire qu'il n'y aura pas de changement ou qu'il n'y aura pas de nouvelles directives, mais au contraire, qu'on voudrait simplement augmenter la surveillance ou toutes ces réponses pourraient être bonnes. À ce stade-ci, nous ne le savons pas. Mais il va être important pour nous et utile d'entendre ce que vous avez à dire. Merci. Cela étant dit, je vais passer le micro à mon collègue Mohamed Al-Boustami, directeur général de la division du risque lié aux technologies. Merci beaucoup, Vlasios. Bon après-midi tout le monde. Bonjour aux gens qui se joignent à nous sur la côte ouest. Je suis Mohamed Boustami et je suis le directeur général de la division du risque lié aux technologies. Je vais vous donner une mise à jour très brève
sur certains des thèmes, des tendances que nous avons observées durant la dernière année pour ce qui est du risque cybernétique et du risque relié au TIC. Alors, pour ce qui est du genre de menaces du point de vue de l'industrie, le paysage a changé. Nous continuons à voir des campagnes d'hameçonnage. La plupart, durant la pandémie, ont utilisé des thèmes, des appâts liés à la COVID-19 et dans certains cas même des thèmes de programmes gouvernementaux pour tenter d'hameçonner les gens pour qu'ils cliquent et ouvrent ces courriels-là. De même, nous avons vu des attaques visant des tiers fournisseurs, généralement du rançongiciel ou des ransomware en anglais. On voit aussi des attaques par déni décentralisé de services ou contre rançon. Et la tendance, c'est l'extorsion cette année. Bon, les dénis de services, les attaques de déni de services décentralisés avec une note de rançon. Et aussi, on voit du bourrage d'identifiants, du credential stuffing ou les acteurs menaçants qui recueillent des renseignements personnels comme des noms d'utilisateurs, adresses de courriel pour faire une mascarade, passer pour quelqu'un d'autre. Alors, quelles sont les tendances observées dans l'ensemble des institutions financières plus près de chez nous? Bon, les portefeuilles aussi de PMB, bon, des incidents touchant des tiers. C'était très évident, assez continu durant l'année. Certains sont publicisés, bon, qui sont mentionnés sur la diapo, comme la plus récente SolarWinds, Acelion, Finastra et Cognizant plus tôt cette année. Comme j'ai mentionné, bon, des attaques d'hameçonnage avec des thèmes de COVID-19 et les dénis décentralisés de services contre rançon. Et on a remarqué que beaucoup d'activités s'est produit dans nos institutions. Par exemple, un accroissement rapide du télétravail. Bon, les gens qui utilisent des technologies, des outils pour travailler à la maison aussi. La définition de l'ordre des priorités des projets de TI, bon, stabilité réseau, programmes gouvernementaux, immigration et informatisation, et finalement, l'utilisation accrue des outils de communication et de collaboration. Alors, ça, c'est quoi l'impact pour ce qui est des risques potentiels? Bon. À cause de ces changements dans la façon de travailler, il y a eu une actualité des programmes de gestion des vulnérabilités et des correctifs. Bon, c'est un dossier que nous suivons à cause de l'augmentation des systèmes de réseau et du télétravail. Aussi, la perte de données aux points terminaux, bon, au télétravail, parce qu'il y a un manque de contrôle possible, l'utilisation d'outils de collaboration en nuage pour l'accès non autorisé et fuite de données, et finalement, la dette technologique et l'aspect à jour des TIC. Pour ce qui est des incidents maintenant, la diapo suivante, ce sont, bon, on a fait l'année dernière ce genre de travail-là, alors vous connaissez peut-être, c'est un regard sur les incidents signalés au BSIF. Alors, les risques, les incidents de technologie de cybersécurité, et on regarde plus ici l'espace des PMB. Alors, on peut voir, nous avons reçu des notifications, comme j'ai mentionné, à propos des prix pour des tiers parties. Aussi, on a reçu des incidents reliés au cagnotage de guichets automatiques, le ATM jackpotting, hameçonnage et le vol de justificatifs d'identité. Et la dernière année, nous avons reçu un total de 51 rapports d'incidents. Environ 50% d'entre eux venaient d'une petite ou une moyenne banque. Et cela résume et termine mes remarques pour la journée. Et je vais passer le micro à Elspeth Bowler, qui va vous parler de la gestion de risque opérationnel et de la résilience opérationnelle. Merci, Mo. Et aujourd'hui, je vais parler de certains risques opérationnels clés qui ont été accrus par la crise du COVID-19 et aussi quels aperçus est-ce que COVID a donné au BSIF concernant l'état de la résilience opérationnelle aux banques que nous surveillons. Et je vais conclure avec ce qui s'en vient à l'avenir pour ce qui est de faire avancer notre supervision de la résilience opérationnelle et du risque opérationnel. Diapo suivante. Ah, cette diapo, bon, elle n'est pas complète, là, mais elle montre quand même certains
les risques opérationnels qui ont été élevés par le COVID. Si on commence complètement à gauche, les plans de continuité des affaires, bon, la plupart des banques ont activé leur plan de PCA en mars dernier, plusieurs de ces plans ont été déployés, mais exigeaient des adaptations significatives alors que plusieurs d'entre eux n'étaient pas prêts pour tout le télétravail qui s'est produit. Il faut s'assurer que les plans sont mis à jour et testés, alors que davantage de perturbations liées ou non à la pandémie pourraient survenir. Des changements qui ont été introduits durant la pandémie afin de résoudre certains des problèmes liés au travail à distance, dans un environnement de travail à la maison aussi. On fait en sorte que, en fait, comme Mohamed l'a mentionné, on procédé à des changements technologiques, comme des signatures numériques, des connexions numériques qui nécessitent des méthodes de contrôle numérique, oui. Ces changements ont nécessité un changement de ressources afin que les opérations puissent se dérouler à bon escient. À l'avenir, ce sera important pour les banques de considérer la façon dont les changements de gestion mis en œuvre dans l'organisation afin de gérer ces nouveaux processus et contrôles seront nécessaires. Ils seront nécessaires alors que les banques aussi retournent à la nouvelle normalité comme on l'appelle. La fraude est aussi un risque qui a été souligné avec la COVID. On voit que les fraudeurs peuvent changer leurs tactiques afin de tirer avantage des nouvelles circonstances. Les banques seront davantage vulnérables à la fraude à cause de contrôles non testés qui ont été mis en œuvre pour accommoder le travail à la maison et à distance. Maintenant, pour les tiers parties. Les institutions dépendent de plus en plus des tiers parties pour leurs activités cruciales. Beaucoup de ces fournisseurs sont passés aussi dans un environnement de travail à la maison, ce qui a résulté en des exemptions qui ont été données aux accords de service et qui nécessitent davantage de contrôle aussi, et de surveillance et de standards. Les banques devraient s'assurer d'avoir des cadres de surveillance pertinents avec des KRI aussi, afin de s'assurer que les risques sont bien gérés dans ce nouvel environnement de travail. Et finalement, le traitement des transactions. Encore une fois, les banques ont généralement été en mesure de répondre aux problèmes durant la pandémie en déployant davantage de ressources. Mais c'est encore une zone de souci pour nous, alors que des mesures pour les clients commencent à se stopper, en fait. Vous allez voir aussi qu'il y a dans la résilience une flèche qui traverse toutes les opérations ici. Et cela aussi souligner le risque que l'on définit comme étant la résilience opérationnelle. Donc, les principales menaces concernant l'absence de disponibilité des employés et les interruptions touchant les technologies de l'information et des communications. Le système a montré beaucoup de résilience depuis le début de la pandémie, mais sa capacité de livrer des services dans une période prolongée de perturbations de services et sous différents environnements seront testés dans les prochains mois, alors que d'autres perturbations pourraient survenir aussi. Prochaine page. Alors, et maintenant? Nous allons continuer de surveiller l'adaptation à l'environnement de travail à distance, de télétravail, oui, et aussi les plans de retour au bureau. Étant donné aussi les risques accrus des relations avec les tiers parties, nous allons aussi continuer à conduire des examens des processus de gestion des risques des tiers parties. Et finalement, nous allons continuer de clarifier notre approche de résilience quant à la résilience opérationnelle, oui. Et maintenant, je passerai la parole à Brigitte pour la période de questions-réponses. Merci, Elisabeth. Je vois qu'il y a plusieurs questions sur Slido. Encore une fois, allons-y.
Okay, so there's a couple of questions related to the E4 guideline for Vlasios. Oui, merci. Alors, il y a quelques questions sur les lignes directrices E4. Je vais lire la première. Est-ce que l'industrie peut s'attendre à ce que la version finale de la ligne directrice E4 soit bien alignée avec la version préliminaire qui a été circulée? Yes. The final version will not be substantial. Oui, la version finale ne sera pas substantiellement différente de celle sur laquelle nous avons mené des consultations. Il y a eu un appui fort de l'approche dans l'industrie, donc l'approche avec la taille appropriée pour l'industrie, oui. Et il y a eu de nombreux commentaires liés aux détails techniques. Et nous allons clarifier tout cela dans les lignes directrices. Mais l'approche ne va généralement donc pas changer. Okay, thank you. And for the second question, Et pour la deuxième question, with the finalization, avec la finalisation de la ligne directrice E4, quelles sont les autres lignes directrices qui auront des répercussions, sur lesquelles il y aura des répercussions, oui? Réponse, je crois qu'il y a 9 lignes directrices du BCIF qui ont des références mineures à la E4B. Ce sont des références mineures, mais certaines nous ramènent à peut-être il y a 10 ans, peut-être même des années 90. Je pense qu'il y a 9, oui, lignes directrices qui sont associées. Très bien. Merci, Valacios. Prochaine question et pour Mohamed ici. Est-ce que vous pourriez élaborer quant au risque de points de contact des VPN que vous voyez en termes de tendance de gestion des risques des TI? Réponse oui, tout à fait. Si on regarde ça d'un point d'entrée à un point de sortie, il y a différents risques, différentes menaces aussi dans sa mise en œuvre. Tout cela commence à partir de l'infrastructure du réseau. Quant au VPN, à l'infrastructure qu'on a vu aussi. Dans le passé, on a vu des attaques et des vulnérabilités qui ont ciblé l'infrastructure VPN comme Citrix et Pulse VPN. Ces attaques ont mené soit à une attaque de rançon ransomware ou des attaques de communication d'informations privilégiée, oui. Alors, la fuite de données aussi est un risque. Il faut avoir des bons contrôles en place pour s'assurer que les données et les informations sont bien protégées, alors que les employés travaillent à la maison. Donc, le même niveau de contrôle n'est pas le même que celui qu'auraient les institutions dans leur bureau. Il s'agit donc de s'assurer que les contrôles appropriés sont en place afin de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'informations qui surviennent. Très bien. Une autre question ici qui mentionne, est-ce que le BCIF a vu des augmentations de fraude, de risques d'insider, alors que l'on travaille dans les institutions, dans les environnements à la maison? Ah oui, ben, je vais peut-être passer la parole ici à ma collègue. Je dirais que bien qu'il y ait eu de la fraude, il n'y a pas eu une augmentation extrême de fraude. Ceci dit, on peut savoir que ce que l'on voit et ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, bien, oui, il y a eu de la fraude, mais comparativement à l'année précédente, ce n'est pas une augmentation si significative. Question aussi pour vous, Elisabeth, est-ce que le BCIF voit l'amélioration de la résilience opérationnelle comme une priorité? Réponse. Brièvement, oui. Nous avons souligné l'importance d'avoir un plan de continuité des affaires, mais dans l'environnement des affaires d'aujourd'hui, avec une dépendance plus grande sur la technologie, la capacité de livrer des opérations et empêcher la perturbation des opérations est critique. En effet. Très bien, merci. Prochaine question aussi pour vous, ici. Quel est l'état actuel
de l'examen des lignes directrices B10 sur les arrangements matériels pour la sous-traitance. Eh bien, oui, je peux commencer, puis si la source veut y répondre aussi, nous examinons les commentaires que l'on a eus sur notre étude de tierce partie aussi, une recherche qui a été publiée sur ce que cela veut dire quand ce qu'on devrait mettre à jour en lien avec les observations que l'on a faites. Nous sommes dans un processus de planification en ce moment. Le calendrier exact, je ne sais pas, Vlasios, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est juste pour mentionner quelles seront les étapes prochaines après la consultation sur le risque qui aussi inclut un peu de cela, justement. Nous allons mentionner les résultats de tout cela probablement dans le printemps, dans les prochains mois. Là. Thank you, Vlasios and Elspeth. And that's all. Merci, Vlasios. Et c'était toutes les questions que l'on avait pour cette section. Merci. Aucune autre question. Nous allons donc passer au dernier segment sur les données. Pour nous mener dans cette discussion, j'aimerais vous présenter Arden Wertheim, qui est directrice générale du groupe des PMB de Toronto. Elle va nous parler des données. À vous, Arden. Bonjour, bon après-midi. Dans les 12 derniers mois, nous avons demandé beaucoup en termes de données qualitatives et quantitatives, et durant la pandémie. Pour la supervision, bien sûr, les données sont cruciaux dans tout ce que l'on fait. Et les retours réglementaires, par exemple, les prêts de crédit sont trimestriels et 45 jours après est beaucoup trop lent, surtout dans les moments de stress. Qu'avons-nous fait? L'année dernière, nous avons créé des questionnaires sur les risques variés. Et bien, nous avons fait des appels sur les banques sur les crédits, sur les succursales étrangères, sur différents thèmes. Sur le Word Cloud, ici, nous voyons certains des mots-clés qui sont revenus. Ces informations ont couvert les détails de portefeuille, de géographie, de retard de paiement, de report de paiement, oui. Les données ad hoc sont reçues mensuellement de plusieurs de vous. Nous avons plus de 100 points de données qui sont souvent aussi vérifiés avec des retours de crédit qui demandent parfois de retourner vous voir, comme a mentionné Aaron. Nous avons aussi mentionné de faire des tests de résistance. Nous avons parlé aux organisations nationales et internationales. Avec d'autres, nous avons regardé les éléments des modèles de stress en continu afin de mieux comprendre leur profondeur. Comment nous avons utilisé ces données maintenant? Ces informations ont été utilisées pour des analyses plus en profondeur, mais aussi pour notre propre stress ou test de résistance et leur impact sur les niveaux de capitaux selon différents scénarios de reprise économique. Les informations de report de paiement reçues par vous ont été bien utiles. Les données nous ont aidés à mieux comprendre votre exposition et votre résilience à différents risques. En plus, nos partenaires à CDIC, Banque du Canada et le ministère de la Finance se basent aussi sur les données de BCIF pour réviser les risques des PMB pour leur propre portefeuille. Alors, c'était 2020. Prochaine page. À l'avenir et pour 2021, nos priorités sont les mêmes. Ces demandes ad hoc vont continuer à la fois pour des mesures quantitatives et qualitatives. Les données qui sont adéquates, qui sont en profondeur et qui sont fournies en rapidité sont importantes pour les risques financiers et non financiers. Nous allons aussi regarder les retours davantage de détails en utilisant des nouvelles technologies pour miner les données comme il n'a jamais été fait auparavant. Au niveau des fondations aussi, pour s'assurer que tout cela est précis et réconcilié selon les retours, pour mener des analyses de sensibilité et pour faire davantage de comparaisons au pair, oui, pour voir les vulnérabilités. Nous allons aussi continuer de tenir des rencontres pour obtenir des données. Vous avez obtenu un questionnaire peut-être sur le réseau, ou sur le CRE, sur les risques des technologies, aussi pour en nommer quelques-uns. Certains de ces questionnaires seront répercutés dans l'industrie, alors que d'autres seront seulement pour les PMB.
Pour les appels de crédit ad hoc, nous allons en profondeur selon les catégories de secteurs, selon les industries. Par exemple, nous demandons de l'information non seulement sur la construction, mais sur le genre de construction, ou sur le genre de prêteur que vous avez sur le réseau. Pour nos appels transactionnels, nous voulons étendre au portefeuille réseau tout cela. Une source de données les plus grandes, bien sûr, sont nos examens périodiques pour un secteur de crédit particulier. Ça pourrait être le réseau, le CRE ou le corporatif commercial. D'autres sources d'informations vont continuer à être utilisées, par exemple les auditeurs externes et compagnies jumelles et autres. Par le biais des analyses, nous voulons vous comprendre davantage votre ADN corporatif. Les analyses aident à détecter les anomalies qui ensuite démarrent une conversation avec vous afin de déterminer l'histoire derrière les chiffres, le pourquoi, comment et pendant combien de temps. Bien sûr, le BCIF est bien conscient que les demandes et les questionnaires sont une façon inefficace de collecter les données pour vous ainsi que pour nous. Nous voulons changer ce processus et en 2021, nous allons explorer différentes façons de changer tout cela afin de réduire ces demandes. Nous attendons à ce que les institutions financières puissent donner des informations à un niveau de détail assez large dans un spectre de risques de façon assez rapide. L'avenir est basé sur les données et la technologie. Pour vous parler de cet avenir, nous avons Andrew Miller, le chef des données, le dirigeant principal des données ici au BCIF. Merci, Ardeen. Comme a mentionné, je suis Andrew Miller, dirigeant principal des données, division de l'analyse du risque et des données. Alors, juste pour vous donner un peu de contexte, ma responsabilité n'est pas simplement sur les données, mais je regarde de façon interne la façon dont le BCIF utilise la valeur que créent ces données. Ardeen et d'autres ont mentionné le besoin de davantage de bonnes données. De l'autre côté, en fait, de cette équation, on retrouve l'investissement de BCIF dans sa propre gestion des capacités des données. À cet effet, c'est un domaine clé pour nos organisations, une des meilleures priorités pour notre organisation. Nous ne sommes pas comme les autres organisations qui ne regardent que les capacités ou si cela arrive dans votre firme, cela arrive partout dans le gouvernement fédéral et très certainement tout cela arrive chez le BCIF. Ce que je voulais faire aujourd'hui, de vous donner une perspective sur ce qui va se dérouler dans notre secteur à l'avenir. Pour commencer, voici un aperçu de notre stratégie des données. Éventuellement, ce que l'on veut faire est d'améliorer l'efficacité et l'efficience de notre mandat réglementaire en utilisant des outils afin de transférer des données dans des valeurs analytiques. Il y a 3 composantes ici. Nous avons, pour créer une base forte, cela veut dire de traiter et d'entreposer les données que l'on traite au BCIF. C'est un point important pour avoir une infrastructure des données. Le traitement analytique est un autre secteur important où nous pouvons utiliser les données que l'on a, des nouvelles compétences, des nouvelles applications, de nouveaux outils. Et finalement, dernièrement, il faut comprendre que le BCIF fait partie de l'infrastructure, de l'écosystème des données, oui. Alors, en travaillant de façon stratégique avec les parties prenantes dans le gouvernement et ailleurs aussi, avec les institutions. C'est notre secteur qui va aider à mener à bien notre stratégie des données. Avec ce survol rapide, je vais rendre ça un peu plus tangible en parlant de l'architecture des données dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Maintenant, sur la collecte des données. De façon historique, tout cela est passé par le relevé réglementaire, par les appels de données ad hoc aussi.
On a déjà parlé de certains des enjeux que cela peut créer en ce qui a trait à les données agrégées, limitées, avec des qualités qui sont difficiles à évaluer. Cela nous arrive dans des bases de données. Voilà. Le BC fait son propre épuration des données avec beaucoup d'aller-retour avec les institutions en utilisant des outils d'analyse existants. Oui. Continuons. Ce que l'on fait dans les quelques dernières années maintenant est d'investir sur ce que j'appellerais notre infrastructure top stack. Nous utilisons davantage d'infrastructures info-nuagiques par le biais des standards de sécurité du gouvernement du Canada. Nous voulons utiliser aussi de nouveaux processus et outils afin d'automatiser notre transformation des données et notre routine d'épuration des données. Nous utilisons aussi des plateformes et des outils qui vont plus loin en termes d'analyse et de rapports. Et de plus en plus, nous développons aussi, oui, des capacités d'analyse. Oui, même le BCIF a une équipe de sciences des données qui est grandissante. Bref, nous voulons améliorer la façon dont nous utilisons ces données pour notre équipe de supervision réglementaire. Prochaine section. Alors, pendant que l'on regarde la façon dont on améliore nos capacités internes sur la gestion des données et sur l'analytique, c'était tout de même important de regarder, tel que mentionné auparavant, la façon dont on peut mieux récupérer, collecter les données à la source. Donc, cela veut dire aussi de regarder les systèmes qu'on utilise afin qu'ils soient plus modernes, efficaces et flexibles. Maintenant, la façon dont on partage, on gère et les données, si on peut faire cela, nous allons arriver à un rapport, un écosystème de rapports beaucoup plus à jour. En regardant cet espace ici, il y a quelques points où nous allons pouvoir regarder de plus près d'un point de vue technique. À quoi pourrait ressembler l'architecture d'un rapport moderne? Est-ce que c'est une évolution qui se détache de notre système réglementaire? Comment l'améliorer donc? Comment davantage utiliser des architectures plus flexibles comme les API et les interfaces de programmation, d'application, de façon qu'on peut récupérer de l'information plus flexible lorsque les changements sont nécessaires. D'un point de vue des données, comment utiliser ces opportunités pour répondre à certains des enjeux de qualité de données que l'on a? Comment les standards de l'industrie peuvent jouer un rôle? Comment la technologie, encore une fois, peut jouer un rôle afin d'automatiser les systèmes de freins et contrepoids sur les qualités des données? D'un point de vue du processus, comment l'efficacité peut être renforcée entre les interactions entre les institutions et le BCIF quant au flux d'informations et les allers-retours? Comment les définitions peuvent être plus franches, plus précises? Dans ces approches, nous pensons que ce processus peut être beaucoup plus efficace. Bref, on peut voir que ce qu'on essaie de faire au BCIF est de mettre l'accent et gérer nos propres capacités. Ce faisant, nous pensons que ça va créer des bénéfices pour le régime, l'écosystème de rapport des données au sein duquel le BCIF joue un rôle crucial. C'est encore très tôt, alors que ces technologies évoluent. Mais alors que les progrès se font sentir, eh bien, les efforts seront coordonnés et bien équilibrés, comme c'est toujours le cas. Je crois que je vais maintenant prendre un moment de pause et vous repasser la parole, Brigitte, pour les questions. Oui, merci. Nous allons passer aux questions sur les données. Est-ce qu'on a des questions maintenant de nos participants? Aucune question en ce moment. Okay, so it seems like we will not have questions on this segment. Il semblerait que ce segment n'ait pas suscité de questions. Alors, si on a épuisé les questions, alors dans ce cas, merci beaucoup d'avoir pris votre temps
de votre journée et d'avoir participé dans ce webinaire. J'aimerais aussi remercier tous les présentateurs ainsi que mes collègues du BCIF qui ont travaillé afin d'organiser cet événement. Nous espérons que vous avez trouvé que cette webdiffusion était bien intéressante et vous recevrez une évaluation après la rencontre demandant des commentaires. J'aimerais mentionner que vos commentaires sont très importants pour nous, alors s'il vous plaît, prenez quelques moments afin de nous mentionner ce que vous avez aimé, ce que vous voulez améliorer et les idées que vous pourriez avoir. Cette webdiffusion est pour vous, alors s'il vous plaît, utilisez ce moment pour mentionner ce que vous voulez voir dans ce genre de discussion. Encore une fois, si vous avez encore des questions qui ne sont pas répondues, nous allons y répondre et envoyer la liste par courriel. L'enregistrement sera disponible sur notre canal YouTube dans les prochaines semaines et nous allons vous envoyer le lien lorsque tout cela sera publié. J'aimerais vous remercier encore une fois et passer une bonne journée. Merci.